Et où la logique? Hein? Pourquoi le gouvernement ne peut pas aller chercher 3-4 % alors que la compagnie, ça, hein? Là, naturellement, le tiers des citoyens veulent quitter, mais pas question de leur faire les débats, on n'augmente pas les redevances. Vous y croyez vraiment qu'on va s'enrichir avec l'exploration pétrolière? Qu'on va toucher plein de redevances? On va vous donner un autre exemple. Il ne faut pas être naïf, messieurs, dames. OK? Ça, c'est l'exploration minière. Québec a perdu 1,4 milliard en 12 ans. Le Québec cadre le Canadien au niveau de un siècle pour restaurer 700 sites. Beaucoup de revenus, peu de redevances. Là, je prêchais par le temps, mais bon. Okay. Prenons les alumineries. Les alumineries, Hydro-Québec, dans le temps, ça c'est en 2002, c'est les projets peu rentables. Ça, c'est le prix, il est du Parti conservateur. Claude Garcia, c'est l'ancien de l'ODQ, l'ancien président de Standard Black, qui nous dit nourrir les alumineries coûte 0,25 milliards. Il est bien évident, quand vous vendez l'électricité aux alumineries à 2 cents le kilowattheure ou 3 cents, il y a quelqu'un quelque part qui doit payer. Alors, vous pensez que on pourrait aussi arrêter même l'ancien président de l'Hydro-Québec, André Callier, qui était loin d'être un gars de gauche, l'avait dit lui-même, ils sont trop énergivores, les alumineries en tête des pires polluants. La pollution, bien ça aussi, on n'en tient pas compte, la pollution, dans nos calculs. Bon, messieurs, dames, avez-vous un billet de votre mère? Ça, on appelle ça l'école buissonnière. Bon, messieurs, dames, en 2010, Rio Tinto salue le tarif L, qui était à 4 cents le kilowattheure. Julien. Hein? Bon, là, les alumineries ont demandé une diminution, ont demandé un meilleur tarif d'électricité. Marceau, encore une fois, qui nous dit qu'il sera difficile à convaincre. Hein? Bon, là, il est bien évident, ils font encore la même chose. Alcoa menace de plier bagages. En 2005 aussi, il avait fait la même chose, menace des alumineries. Et là, bon, ben, hein, ce qui est arrivé, messieurs, dames, c'est que Alcoa a eu des tarifs privilégiés. Alors, c'est ça, de l'exploration. L'exploration pour enrichir qui? Pour les pétrolières, etc. Vous pensez que Québec va toucher des redevances? Expliquez-moi donc, l'Alberta, qui est un gros producteur de pétrole, toucher des redevances? Comment ça se fait qu'après 1 an de récession, après 1 an de ralentissement, ils sont déjà en déficit, sont obligés de couper? Et Chris, elle est passée où l'argent? C'est drôle, la Norvège, lui, qui détient, c'est-à-dire, hein, la Norvège a toujours son fonds d'investissement public dans lequel, c'est pas rien qui est redevance, tous les profits du pétrole sont versés là-dedans, et le fonds norvégien vaut combien aujourd'hui? C'est le deuxième plus gros fonds d'investissement souverain au monde, après celui de l'Arabie Saoudite. Il vaut 1000 milliards de dollars. Mais comment se fait que l'Alberta se retrouve déjà avec rien, ils sont obligés de couper les services publics? Et là, eh bien, après avoir eu ça c'est le 19 mai, eh bien là, ils ont un tarif de moins de 300 kWh. C'est pas assez. Ils en veulent d'autres. Alors là, ce que vous faites, bien, vous faites un peu de chantage. Hein? Le Alcoa laisse planer des doutes après qu'on vient de 2 ans après la signature d'une entente. Messieurs, dames. OK? Même expliquez-moi la logique. Tempex, c'est une compagnie papetière. Même Alcan, on n'aurait pas pu, vous allez me trouver socialiste. Quand on a nationalisé Hydro-Québec, qui est le deuxième plus gros producteur d'électricité au Québec? Alcan. On a pu nationaliser ça. Mais ça prend pas la tête à Papineau. Il dit, écoute, ben, on va tout nationaliser. Comme la Nouvelle-Écosse a fait, là, quand ils ont nationalisé, quand une papetière a fermé son usine, on va tout nationaliser. Après ça, on s'en tire. Dans des points de négociation, vous gardez le beau bout du banc. On va tout nationaliser. Après ça, on discutera de tarifs. Alcan, qui est le deuxième producteur d'électricité au Québec, produit son électricité à 1 cent le kilowattheure, mais c'est pas assez. Il y en veut d'autres, messieurs, dames.
Mais il semble que, tu sais, ça aurait pu être un bien collectif. Comment se fait-il Tembec? Là, il s'est écrit trop petit. La moitié de ses revenus viennent d'où? C'est une papetière? La moitié des revenus de Tembec proviennent d'où? Comme d'autres papetières? Ben, ils vendent de l'électricité à Hydro-Québec. Ils vendent des contrats de 20-25 ans à 12 cents le kilowattheure. Mais qui paye pour ça? Alors, c'est ça, pour la même chose pour le pétrole. Que même ça, là, crème. Maintenant, tu sais, c'est-tu logique? Il va y avoir des aéroports partout. Il y en a un à Neuville, il y en a une là, qui veut ouvrir à Saint-Cuthbert, ils n'ont pas être permis, ils vont ouvrir au nom de la création de la richesse. On va avoir des pluies partout, des éoliennes. Est-ce qu'on en a besoin des éoliennes? Est-ce qu'on a vraiment besoin du gaz de schiste ou du pétrole? Il faudra faire le simple calcul, hein? Tenir en ligne de compte les coûts environnementaux, puis combien que ça va nous rapporter. La même chose, le projet de pipeline. Tout le monde le dit, même les États-Unis, Obama l'a refusé, la Colombie-Britannique l'a refusé. Ça ne crée aucun emploi, aucune retombée économique, mais les risques sont quoi? Non. Ah ben non, il y en a, regardez bien ça. Là, je termine là-dessus. Saint-Cuthbert forcé de se fier à volonté d'un promeneur qui veut installer un aéroport. Mais quand je vais vous poser une question avant de terminer. Comment se fait-il? Céline Dion, elle a du pouvoir. Elle avait une grosse maison dans le coin de Las Vegas. Elle a un avion privé ou un hélicoptère. Comment se fait-il que dans sa petite ville privée à 40 km de Las Vegas, elle ne pouvait pas atterrir là, il fallait qu'elle atterrisse 5 km avant, parce qu'il était interdit de voler au-dessus de ce village privé-là. Mais ici, on peut installer des aéroports partout. Voilà. Au nom de la création de la richesse. Monsieur Lauzon, je vous arrête. On va vous laisser prendre ça. J'avais dit d'emblée juste ce matin qu'on avait un gros défi, ça serait de gérer ce monsieur-là. Dans le temps, on est déjà défoncé parce qu'on devrait, en théorie, déjà être présent à la cafétéria. Mais je pense qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser à M. Lauzon. J'avais M. Jacques, ensuite Joyce, Richard, Marc. Il y en a plusieurs questions. Ou des commentaires, hein? Ou des commentaires. Je sais pas le... Ou des commentaires. Monsieur Lauzon, j'ai une question. Pourquoi? Pourquoi? Les Québécois sont stupides, sont corrompus, ils sont manipulés, et on est nono, nos journalistes sont nono de répéter des conneries comme ça. Pourquoi ça se passe de même? Pourquoi? Hein? Ben, moi, je pense que, c'est mon opinion personnelle, pourquoi? Ben, vous savez, le pourquoi, on n'est pas plus niaisés, nous autres, mais on n'est plus brainwashés, on n'est plus endoctrinés. Tous nos médias, regardez, nos médias d'information appartiennent à qui? Appartiennent à des grandes entreprises qui vont faire plus des publi-reportages que d'autres choses. Vous l'avez vu, j'en ai montré quelques articles. Faut libérer les entrepreneurs, il faut faire de la place aux entrepreneurs. Si on veut les taxer plus, ils vont nous sortir des articles de la chasse aux riches. On va toujours nous monter en épingle les banquiers. Jacques Ménard de la Banque de Montréal, on le voit partout. Et en plus de ça, les grandes entreprises se paient aussi. Hein? Bon, généralement, les grandes entreprises engagent qui comme lobbyistes? Bon, les anciens péquistes aussi, il n'est pas peur de le mentionner. Vous avez vu André Boisclair, là, maintenant, là, qui va être le lobbyiste. Guy Chevrette, il a déjà été le grand patron de l'industrie forestière. Alors, c'est autant les péquistes que les libéraux. Alors, eux autres, ils ont déjà toute leur entrée. Et aussi, ce que maintenant, on finance de moins, les gouvernements financent de moins en moins la recherche dans les universités. Alors, ce qui est payant aussi pour une compagnie, c'est de s'engager des universitaires. Hein, financer leur chaire d'études, etc., comme la chaire, j'en avais une au HEC. Alors, quand
exemple, vous avez des universitaires qui sont financés par le privé, mais ça donne un vernis scientifique à leurs prétentions. Alors tout le monde dit, ben voyons donc, ce que Luc Godbout, ou Pierre Fortin, ou Beaumarchette, ou Gagné, ou Pinault dit, on vous les présente toujours comme des experts. Mais ce sont des gens qui sont vendus, qui sont corrompus. Mais là, ça en fait beaucoup. Vous avez les politiciens qui viennent vous dire ça, eux autres, les milliers de lobbyistes, j'en avais, là, il y a des milliers de lobbyistes, c'était rendu l'industrie, et les universitaires qui sont vendus, corrompus au privé, bien, les gens les trouvent bons. Ah ben, ils disent, écoute, c'est un expert. On vous les présente toujours comme des experts. Mais là, vous en avez un, Louis Gill. Y en a-tu qui le connaissent, Louis Gill? Mais c'est drôle, Chris, il y a un doctorat de Stanford, c'est un ingénieur, c'est un économiste. Stanford, c'est l'une des universités les plus prestigieuses en Amérique du Nord, etc. Personne ne le connaît. Je peux vous en nommer plein d'économistes qui sont à gauche ou qui sont progressistes, qui sont cédés, on ne les connaît pas. Toujours les mêmes. Naturellement aussi, ces gouvernements-là nomment à leur commission. Quels étaient les économistes nommés à la commission sur la révision de la fiscalité? Mais il est bien évident quand vous nommez à une commission sur la révision de la fiscalité 2 banquiers, 2 représentants de bureaux de comptables, puis deux économistes vendus comme Godbout et Beaumarchette. Donc, ça donne quoi? Mais là, les gens vous disent, ça arrive avec des résultats. Moi, je pense que c'est ça. On ne vit pas vraiment dans une démocratie. Yes.